Vous savez qu'aujourd'hui, la Tunisie traverse une période très difficile, politiquement d'abord, avec, je dirais, des crises à la tête de l'État importantes. On en est, je crois, si je ne me trompe pas, au 12 ou 13e gouvernement depuis la chute et la fuite de Ben Ali. Une situation sociale très difficile aussi, puisque sur cette question sociale, le pays est dans l'impasse depuis maintenant presque, j'allais dire 10 ans. On va laisser à cette révolution quand même le temps de souffler, mais au moins 5 ou 6 ans, depuis 2014-2015. Une crise économique et financière, avec un endettement très important, qui fait dire à certains experts et observateurs internationaux que la Tunisie est au bord, pour certains ils le pensent, de la faillite, à cause de cet endettement. Et puis, on le voit, une crise sociétale, intellectuelle et morale aussi, de tous ces millions de Tunisiens et Tunisiennes qui ont fortement espéré après le départ de Ben Ali, et qui, pour beaucoup d'entre eux, ont aujourd'hui perdu cet enthousiasme et sont assez négatifs, voire pessimistes, sur ce que va donner la Tunisie. Mais je voudrais juste rappeler en introduction, avant de vous présenter nos intervenants et invités, que ça reste quand même le seul pays de cette période qui garde planté le drapeau de la transition démocratique. Parce que vous savez que l'Égypte est retournée à un État totalitaire. L'Algérie, qui a connu depuis, par la suite, un autre mouvement, le Irak, qui est en cours de construction, mais une société fermée, quand même, qui le reste. Le Maroc, grosso modo, n'a pas beaucoup bougé. La Syrie, voilà, le chaos humanitaire, social, politique, guerrier. La Libye, l'effondrement de toute une société. Donc la Tunisie, on va y venir, il y a beaucoup de points effectivement sombres, source d'inquiétude, mais ça reste le seul pays de ces printemps arabes qui est encore dans cette phase, dans ce processus de transition démocratique, avec de lourds nuages au-dessus de son chemin, mais elle est toujours sur ce chemin. Voilà. Alors, je vais vous présenter nos invités auteurs, avec qui on va échanger aujourd'hui pour cette table ronde. Donc, à ma droite, à votre gauche, Ella Fekki, qui donc a écrit Noces de Jasmin. Ah, on peut? Ah, ben je ne savais pas. Ah, ben c'est mieux. Ah, ben oui, en effet. Ça filtre un peu. Ça tient chaud. Alors, si je dis des bêtises, vous avez le droit de vous défendre dans les présentations, parce que, voilà. Donc, Ella Fekki, professeur de lettres, dans plusieurs pays, en France d'abord, et puis au Sénégal, et puis jusqu'à très récemment, jusqu'à hier, on peut dire presque, à Madagascar, et formatrice d'enseignants de lettres, donc qui a sorti son premier roman, Noces de Jasmin, et du coup qui nous en parlera. Sur ma gauche, donc à l'extrême droite, Saber Mansouri. Donc vous êtes aussi romancier et essayiste. Alors des romans aussi. Le dernier qui a ce nom magnifique, ce titre magnifique, je trouve, qui est donc 7 morts audacieux et un poète assis. Alors le poète assis, bien sûr, c'est Saber Mansouri, enfin en tout cas, c'est son narrateur dans le livre. Donc là, c'est pas votre premier livre, ni votre premier roman. Vous êtes aussi auteur de d'autres essais, alors que là, c'est votre premier roman, je crois. Voilà, donc aux éditions Elisade en 2020. Et puis Hatem Nafti, le plus jeune d'entre nous, sans doute. Pas sûr. Bon. Ingénieur de formation, né à Tunis. Là, vous travaillez en France, vous vivez en France. Et donc, aussi un livre, le deuxième, sur la Tunisie. Donc, Hatem avait fait un premier livre
après la Constitution de 2014 sortie en 2015, qui s'appelait « Tunisie, dessine-moi une révolution » à l'Harmattan, et donc plus récemment, un autre livre, « De la Révolution à la Restauration, où va la Tunisie ?» Voilà, ça c'est la question pour laquelle on est un peu là tous. Donc on compte sur Hatem Nafti pour nous donner des pistes. Alors là, c'est plutôt un essai, état des lieux, presque 10 ans après la Révolution, crise politique, sociétale, sociale, financière, institutionnelle. Voilà. Et alors je vous propose que, puisque le but c'est d'arriver à la Tunisie d'aujourd'hui, mais en prenant un chemin détourné quand même, parce que c'est important de revenir à cette période révolutionnaire d'il y a 10 ans, de suivre nos deux romanciers et notre essayiste pour finir tous ensemble jusqu'à aujourd'hui. Alors, Elle a fait qui? Votre roman, il est très étonnant. Alors d'abord, c'est un premier roman, et vous n'étiez pas en Tunisie pour la Révolution, alors que c'est un pays où vous avez passé, vous êtes né, vous avez passé votre enfance. Donc vous avez été finalement témoin de l'extérieur de ces événements, et vous avez construit un roman avec des personnages étonnants, hauts en couleur, et votre but, c'était par ce roman de retourner dans le chaudron de la Révolution. Alors, on va y retourner avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait ce roman, comment vous avez choisi vos... Il y a 3 principaux personnages, je crois, même s'il y en a d'autres, bien sûr. Voilà, retournons avec vous dans cette Tunisie de la Révolution du Jasmin. Merci beaucoup. Oui, alors ce roman, je l'ai écrit en fait, j'ai commencé à l'écrire en janvier 2019 en étant professeur de lettres à Madagascar. Donc il y avait la distance géographique, la distance aussi temporelle. C'est ce qui m'a permis aussi de prendre un peu de la distance par rapport à cette période révolutionnaire. Ce qui a déclenché l'envie de l'écrire, j'avais envie d'écrire un roman depuis longtemps, c'est, je pense aussi, cette distance-là. C'est-à-dire qu'en étant loin, en regardant aussi un petit peu autour de moi à Madagascar, je me suis posé beaucoup de questions sur ce qui peut amener un peuple à se révolter. Et j'ai retrouvé, lors d'un de mes voyages à Paris, un classeur où j'avais classé toute une série d'articles une série d'articles que j'avais soigneusement découpés des articles de journaux que j'avais achetés tous les jours de la Révolution, en fait. Au moment de la Révolution, je vivais en région parisienne. Donc, j'étais professeure de lettres à Clamart. J'étais retournée à Tunis pendant les vacances de décembre, parce que toute ma famille y vit. Et on sentait quand même que des choses se passaient, que cela... Voilà, il y a quand même on ressentait certaines choses. Et puis au retour à Paris pour la rentrée scolaire, j'ai continué à suivre de très très près. C'est vrai qu'on était tous en fait accrochés en fait à ces informations-là, aux réseaux sociaux. On suivait au jour le jour. On n'en parlait pas encore vraiment en France au tout début. Mais c'est ce qui m'a en fait... j'ai acheté les journaux régulièrement. Et puis c'est ce qui m'a permis en fait de construire la trame de ce roman-là. Alors vous m'aviez aussi posé la question des personnages. Oui, donc en fait, vous avez la documentation de cette trame, c'est-à-dire en gros de mi-décembre. Voilà. Et puis Bouazizi, hospitalisé, la visite de Ben Ali, les premiers discours officiels de Ben Ali, fin décembre, début janvier, l'enterrement de Bouazizi à Sidi Bouzid, 4 janvier, l'extension de la Révolution. On a eu rapidement Kasserine, la manif de Sfax, et on monte comme ça jusqu'à la grande manif 13-14 janvier à Tunis. Donc vous avez cette trame, vous partez à Madagascar, vous emmenez cette trame avec vous, vos souvenirs, vos origines tunisiennes, toutes ces émotions nées de ce qui vient de se passer. Ben Ali est parti, on n'y croit pas. Et là, vous enseignez, et petit à petit mûrit dans votre esprit l'idée de faire revivre cette période avec des personnages. C'est cela. Donc, j'avais envie de raconter la révolution de l'intérieur.
donc en faisant parler 3 personnages, enfin 4 personnages. Non. Il y a un personnage un peu particulier, j'en parlerai. Et je n'avais pas forcément en tête de choisir des personnages héroïques, peut-être, mis à part peut-être Mehdi, mais sinon, je voulais vraiment que ce soit des personnages ordinaires, en fait, hein, pour certains. Donc il y a 4 personnages. Essia, une jeune franco-tunisienne, qui est à la recherche de Mehdi, un journaliste qui a disparu, et elle ne sait absolument pas où il est, puisqu'elle le connaît depuis peu de temps. Elle le recherche, et elle se demande ce qu'il est devenu. Donc ce sont les 2 personnages d'une génération. Ensuite, il y a Yacine, le père d'Essia, donc qui représente une autre génération, qui a 65 ans, et qui, en fait, raconte en même temps la Tunisie sous Bourguiba, fait aussi il y a des retours en arrière dans la Tunisie coloniale, etc. Et enfin, le 4e personnage, c'est une cellule qui prend la parole. Donc, j'ai décidé de faire parler les murs du ministère de l'Intérieur. Et cette cellule raconte en fait toutes les atrocités qui se sont déroulées dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur, les tortures, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de tisser un lien entre des histoires singulières et la grande histoire, et de mêler la petite histoire, la grande histoire, l'intime et l'actualité, en fait. Et puis du coup de faire vraiment vivre cette révolution de l'intérieur. Voilà. Alors avant qu'on tourne un petit peu et revenir sur la période d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous gardez de ces premières années de la Révolution, et avant que ça ne s'assombrisse? Il s'est quand même passé, je dirais moi, jusqu'en 2014, même 2015, même s'il y avait des difficultés. Il y a eu cette assemblée constituante, il y a eu cette nouvelle constitution. Qu'est-ce que vous gardez, vous? Alors là, je dirais, c'est pas forcément dans votre roman, mais en tant que Tunisienne, et avec votre famille qui est restée là-bas, qu'est-ce que vous gardez de cette première période, des 3-4 premières années après la chute de Ben Ali? Alors, ce que je garde de ces 3-4 premières années, j'étais donc en région parisienne. Moi, j'ai le souvenir de premiers moments, en fait, de grands espoirs, en fait, hein, avec même si il y a eu aussi des difficultés, des déceptions, des élections des fois qui, voilà, comme l'élection d'Anne Narda, n'était pas forcément, voilà, quelque chose en tout cas pour ma part, de souhaiter. Et c'est vrai que il y avait en même temps cet espoir, cette envie que les choses se transforment, changent, évoluent. Et puis, voilà. Un espoir, oui, moi c'est le souvenir que j'ai aussi, puisque j'avais la chance d'être correspondant pour un mensuel français. Je suis arrivé en Tunisie le 5 janvier, donc j'ai pu suivre ces 10 jours, jusqu'à la chute de Ben Ali, jusqu'à cette manifestation, avenue Bourguiba à Tunis, le 14 janvier. Donc je garde aussi, moi, ce souvenir de sidération, d'abord, que ça débouche sur une révolution, parce que des mouvements sociaux, politiques, de mécontentement, de colère sociale, on en a connu plusieurs en Tunisie. Bon, c'était pas si fréquent, mais on en a connu quand même plusieurs. Il y a eu les grandes grèves de Gafsa, sur le bassin du phosphate. Il y a eu les grèves de la faim dans les années 80. Bon. Et là, tout d'un coup, ce mouvement décapite l'appareil d'État. On voit fuir la tête, j'allais dire du serpent, en tout cas de cet appareil d'État, et s'ouvre une page blanche presque. À l'époque, on a l'impression qu'il y a une page blanche qui s'ouvre, et c'est en partie le cas, sur laquelle chaque Tunisien, chaque Tunisienne est sommé de venir écrire ce qu'il souhaite pour le pays. Voilà. Alors, Saber Mansouri, vous aussi, vous y revenez à votre manière sur cette période. Alors, vous ne revenez pas exactement que sur la Révolution, c'est plus long. Pour situer, après vous allez nous en parler vous-même, mais donc ce livre, 7 morts audacieux et un poète assis, c'est un roman de fiction, une sorte de romance rétrospective avec un poète qui se place narrateur
en 2026 et qui décide de revenir par le récit sur le procès de 7 personnes qui auraient contribué à l'installation, après Ben Ali, à Sidi Bouzid, ou l'équivalent d'une république, la source de l'aube. Et ils ont été jugés, condamnés à mort, ces 7 morts audacieux. Et c'est pour vous le moyen de revenir sur cet parcours et donc sur la période de Ben Ali, l'autoritarisme, la révolution. Comment vous avez décidé de travailler comme ça ? En fait, je me suis dit d'emblée, puisque mes compatriotes les Tunisiens ont échoué dans leur aventure révolutionnaire, eh bien moi je vais la récompenser, je vais écrire une épopée poétique, politique et humaine, en fait d'une fratrie de 8 de la même famille, qui habite la source de l'Aube, qui est située dans le nord-ouest de la Tunisie, à la frontière avec l'Algérie. Et en fait, pour échapper à l'actualité, que je n'estime pas, en fait, parce que l'actualité n'est pas l'événement, parce que l'actualité n'attend pas, je me suis rappelé d'une parole ordinaire, de femme ordinaire, pour qui j'ai de l'estime sans borne, au moment justement où vous parliez tout à l'heure des événements de Rdaïf, mais nous sommes au mois de mai 2008, le bassin minier de Gafsa est à l'arrêt. Vraiment à l'arrêt. C'est véritablement la première contestation tunisienne. Et donc il y a un arrêt de travail pendant des semaines et des semaines, et le pouvoir central envoie toute l'institution sécuritaire. Et moi, je me suis intéressé à une parole simple de femmes qui sont mères, sœurs, épouses d'ouvriers qui étaient là et qui ont décidé de vider leur maison, de mettre les matelas dans des camions et de dire tout simplement, puisque vous nous méprisez, nous allons retourner en Algérie. Et donc, j'ai tourné autour de cette phrase pendant des mois, parce que j'ai trouvé la parole belle, retour à soi, le retour à soi. Le retour à soi, l'estime des siens, et donc j'ai imaginé justement un projet politique à 8. Il y a une tête pensante, c'est le frère aîné qui s'appelle l'homme perché sur les hauteurs de la colline bleue. En fait, c'est lui qui souffle à l'oreille de ses sœurs et frères. C'est peut-être bien de rappeler les personnages. Oui. Il y a le commerçant pieux, c'est quelqu'un en fait d'assez fou qui abandonne une thèse de philosophie pour suivre une boîte de concentré de tomates qui voyage en Libye et qui, en fait, quand la vend en Libye et des contrebandiers tunisiens vont la rechercher pour la revendre en Tunisie. Et puis, il y a le médecin qui ne voulait pas soigner le notable de Tunis, c'est une grande neurologue. On lui demande d'intégrer le cabinet du président de la République, Ben Ali, et elle dit non, moi je préfère soigner beaucoup de gens, c'est une histoire de nombre, je préfère soigner le peuple que le notable du pays, que l'homme fort du pays. Et puis, à l'historien de Groix, lui part sur l'île de Groix enquêter sur l'exil de Bourguiba, parce qu'il était persuadé que Bourguiba, avant l'indépendance, n'était pas en exil, mais en vacances, en formation. Et puis, il y a l'homme politique qui revient de loin, et lui dit, votre projet là, de séparatisme, d'autonomie et de fondation de république, non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux le pouvoir, je vais gouverner tout le pays. Et puis, il y a la journaliste qui a commis la gaffe du siècle, parce qu'en fait, elle a été approchée par Leïla Ben Ali pour intégrer son cabinet de communication. Et puis, il y a l'avocate qui a gagné beaucoup d'argent et perdu tous ses procès politiques. Et en fait, ces 8 vont véritablement faire un double coup politique. Ils déclarent l'autonomie du Nord-Ouest et ils fondent la République de la source de l'Aube, dont ces 2 piliers sont l'estime du peuple et la justice sociale. C'est une république dans le roman qui a duré 3 jours, parce que l'institution infaillible leur a mis la main, et donc on organise leur procès face à un tribunal populaire constitué de 50 femmes et 50 hommes, et chacun, à son tour,
face à ce tribunal, va avouer deux choses, son degré d'implication dans le coup d'État et sa vie bonne ou mauvaise. Parce que nous sommes face à un tribunal populaire, donc nous sommes face à des bons musulmans. Et donc, ça démarre dans le nord-ouest de la Tunisie, mais après, ça déplie véritablement au-delà de la Tunisie, en allant en Libye, en Algérie, à Montparnasse, même pendant l'occupation, parce que deux personnages du roman faisaient partie d'un cercle des patriotes liés au début du XXe siècle, et qui pensaient que la libération de la France et de l'Algérie, pardon, et de la Tunisie est un seul combat. Et après, le morceau le plus coriace, c'était qui raconte, qui doit raconter. Mais après, Le poète assis. le poète assis, parce que je ne voulais pas qu'un historien raconte. Je suis moi-même historien, parce qu'il y a quand même ses failles. L'historien, il a des problèmes avec les archives et la mémoire. Et donc je me dis, c'est le poète, parce que le poète, en fait, il est condamné, parce qu'il est assis, en fait. Parce qu'il est assis, parce que son grand frère lui a dit, bon, toi, tu sais rien faire, à part écrire de la poésie, tu vas t'asseoir, et tu vas m'écrire, je prends en charge ta vie quotidienne, tu vas m'écrire un roman par jour. Et on apprend qu'il y a un traître, en fait, c'est un traître qui balance tout le monde, parce qu'il faut bien un traître, et qui se cachait, parce qu'il était un de leurs soutiens. Et donc c'est ce traître-là qui bossait, qui travaillait à la Grande Vigilante. La Grande Vigilante, c'est le ministère de l'Intérieur en Tunisie, sur ce bâtiment énorme, avenue Habib Bourguiba. Et donc ce type notable de ministère de l'Intérieur envoyait quotidiennement un chauffeur pour livrer le poème en question. Alors, il est en 2026. Et alors, s'il est en 2026, c'est dans 5 ans. Et on parle de la Tunisie en 2026 ou pas? Non, c'est juste un prétexte pour revenir. Non, mais on ne sait pas où on en sera. Non, on ne sait pas. En fait, c'est-à-dire, si on va jusqu'au bout du roman, en fait, c'est pas lui qui raconte. Parce qu'il a été condamné à 10 ans d'errance. On lui a dit, tu n'as plus le droit de t'asseoir. Et dans son errance, il a essayé de raconter l'histoire des siens, mais il n'arrivait pas. Il bloquait sur la première phrase, qui est l'immense hangar en bois construit la veille par des prisonniers de droit commun, Tang. Et en fait, c'est un hangar où se passait le procès. Et donc, il a bloqué sur cette phrase. Et au moment où il retrouve une chaise, justement, quelque part, dans le nord-ouest, et toujours, il trouve une chaise. Il s'assoit. Et là, les siens apparaissent. Ils le sauvent en quelque sorte. Et c'est eux qui racontent, en fait. Ouais. Et donc, dernière question avant qu'on on finisse notre tour d'horizon. Le procès, il a lieu à une époque où c'est encore Ben Ali. C'est Ben Ali qui les juge. C'est la justice de Ben Ali ou c'est la Tunisie post-révolutionnaire? En fait, c'est ça, ces malins profitent de l'instabilité et du chaos en Tunisie entre décembre 2020 et aujourd'hui et le 14 janvier 2020. Et en fait, ils fondent véritablement leur république le 14 janvier 2011. Et donc, le procès a eu lieu le 17 janvier ou le 18 janvier 2011, parce que le pouvoir central ne voulait pas échapper une partie du pays, et parce que on avait l'impression à l'époque que les 11 millions de Tunisiens voulaient gouverner la Tunisie, parce qu'on avait l'impression que la Tunisie était une agora encore plus immense que celle d'Athènes. Merci. Et alors, on finit notre petit tour donc avec ces ouvrages qui ont été inspirés. Alors, vous voyez 2 romans. Donc, le récit romanesque, la littérature, dans ce qu'elle a peut-être de plus authentique, des lettres, est une façon de revisiter l'histoire par ses personnages, par ses trames.
ces morts audacieux, par ces Tunisiens et Tunisiennes qui nous font revivre de l'intérieur la révolution. Mais bien sûr, il n'y a pas que le roman, il y a l'essai. Et Hatem Nafti en a produit 2 sur cette révolution, puisqu'il est un fin observateur, quasi journaliste, on pourrait dire presque. Je pense qu'on peut dire journaliste maintenant. Ah, on peut dire journaliste, bon, voilà. Et alors, puisqu'il écrit dans l'Obs, j'ai vu un blog sur Mediapart, des contributions à Nawat, rue 89, donc beaucoup de choses écrites sur la transition au fil de ces années. Vous aviez, pendant la Révolution, si je me trompe pas, 27 ans. Absolument. Voilà. Donc c'est pas un enfant de la Révolution, mais quand même. Et puis donc 2 livres, un en 2015, Dessine-moi une révolution, Tunisie, après la Constituante, à une époque où ça commence à aller mal, mais ça va encore plutôt bien, en tout cas si on voit ce qui s'est passé ensuite. Et puis ce dernier roman, Bilan, où là vous affichez la couleur de la révolution à la restauration. Où va la Tunisie? Alors pourquoi ce dernier livre? Et si on reste dans je dirais le mouvement qu'on a dessiné là d'un retour, qu'est-ce que vous diriez sur vos 2 livres avant qu'on arrive à la Tunisie d'aujourd'hui, celui de 2015 et celui-là? Est-ce que vous avez changé de point de vue? Pourquoi vous avez écrit ces 2 livres finalement? Alors, le premier livre, c'est effectivement un essai, mais c'est aussi une série de portraits sur des personnes qui racontent comment elles ont vécu la Révolution. Ça va de personnages connus comme Gilbert Nakache, comme Homme Zied, des hommes politiques, des constituants qui racontent comment s'est construit ce processus, et aussi des acteurs médiatiques, des acteurs de la société civile. Et pour moi, c'était très important, ça le reste également, c'est vraiment les oubliés de cette révolution, à savoir les martyrs et blessés de la révolution. Donc je vivais déjà à Paris, je faisais des allers-retours notamment pour mon livre, et je devais rencontrer justement 2 députés constituants, plutôt classés à gauche tous les 2, à l'Assemblée constituante, et il se trouve que c'était le moment où le tribunal militaire de Tunis a rendu son verdict en appel sur le plus important procès des assassinats qui ont eu lieu pendant la Révolution, et a plus ou moins, on va dire, acquitté tout le monde, c'est-à-dire qu'il a prononcé des peines de prison allant jusqu'à 3 ans. Et le hasard faisant bien les choses, c'était 3 ans après la Révolution, donc ça équivalait à libérer tout le monde. Et donc les familles ne comprenaient pas, que quelqu'un condamné pour assassinat en première instance écope d'une peine pour non-assistance à personne en danger. Donc il y avait tout un mouvement au sein même de l'Assemblée constituante pour sortir ces affaires-là de la compétence des tribunaux militaires, et les intégrer dans ce qu'on appelait la justice transitionnelle, donc pour que ça relève de l'instance vérité et dignité. Donc j'ai pu rencontrer des parents de martyrs de la Révolution, et c'était particulièrement émouvant, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'était une série de portraits, mais je donnais, dans mon choix des personnes interviewées, il y avait déjà un positionnement politique en faveur de ce qui s'est passé, c'est dire que malgré tout, on était dans quelque chose de plutôt bénéfique et de plutôt positif par rapport à la Tunisie. Et je devais enchaîner tout de suite après, donc le livre est sorti début 2015, donc juste après les élections de fin 2014, et je devais déjà l'appeler de la révolution à la restauration, parce que je voyais dans la victoire de Beji Caïd Sebsi et de Denis Detouns, plus leur alliance avec Ennahda, vraiment le retour de la contre-révolution. Donc c'était sous prétexte de la sauvegarde du prestige de l'État, etc. Je voyais vraiment la débâcle de la révolution. Donc je comptais travailler, j'ai commencé à écrire pendant l'année 2015, et un événement, mais totalement étranger à la Tunisie, m'a fait arrêter, c'est les attentats du 13 novembre. Je suis passé par une mauvaise phase. Il faut savoir que j'habite le 11e arrondissement, donc j'ai eu à peu près 200 personnes qui sont mortes à 2-3 km à la ronde de chez moi, et c'est quelque chose qui m'a particulièrement atteint, donc j'ai arrêté l'écriture pendant un certain temps, et puis j'ai repris en 2019,
Et je me suis dit, oui, alors il y a d'autres élections, et on voit quelqu'un comme Rabi Moussi, représentante, donc digne représentante de Ben Ali, qui se cache absolument pas de cette filiation avec Ben Ali, monter dans les sondages. Bon, elle faisait pas les sondages qu'elle fait aujourd'hui, qui sont encore plus hauts, mais je voyais le retour vraiment de la contre-révolution pure et dure, et qui dit absolument qu'il faut refermer cette parenthèse révolutionnaire et revenir à ce qui s'est passé avant, sans même exprimer le début du commencement d'un regret par rapport au passé. Donc c'était l'idée. Et le pari fou qu'a accepté mon éditeur, ici présent Gilles Crémer, c'était je suis allé le voir. Donc il est, Bonjour, merci. Et donc je suis allé le voir sans un manuscrit. Donc je lui ai dit voilà, c'est mon idée. L'idée c'est vraiment de suivre ce qui se passe parce que c'est cette année qui va être déterminante pour le reste. Et acceptes-tu de me suivre dans ce projet? Donc j'écrivais vraiment au fur et à mesure de l'année 2019. Donc il y a les 2 premières parties de l'essai sont vraiment analytiques et je retrace le fil. Donc il y a une partie plutôt historique, donc qui remonte de 2011 jusqu'à l'année 2019, et il y a une partie plus analytique, plus thématique, pour voir quels sont les changements au niveau de la justice transitionnelle, des médias, une analyse de ce qu'a changé cette nouvelle constitution, etc. Donc vraiment une analyse plutôt thématique. Et une troisième partie, donc qui vraiment a été écrite au fil de l'eau, qui s'appelle La folle année 2019. Et de fait, oui, tout ce qui se passe aujourd'hui découle de ces élections de 2019. Donc ça découle du choix des élections législatives qui ont donné un Parlement totalement ingouvernable, et voilà du destin aussi, et du fait que le président de la République soit décédé en toute fin de mandat, ce qui a fait, parce qu'on a vraiment tenu à appliquer les règles, ce qui a fait que les élections législatives, qui sont de loin les plus importantes dans la Deuxième République, qui est plutôt parlementaire, se retrouvent un petit peu en sandwich entre les deux tours de la présidentielle, et donc on évacue totalement le débat législatif, le débat qui va concerner la Tunisie du quotidien, au profit de, voilà, en plus on avait une élection présidentielle où l'un des 2 finalistes était en prison, et le débat c'était faut-il le sortir, est-ce normal, etc., etc., etc. Donc ça aboutit à une faible participation. Et donc, chaque base est allée voter pour son cas, et on s'est retrouvé avec ce Parlement et tous les problèmes qui découlent de cela, et une élection présidentielle où c'était tout sauf le candidat Nabil Karoui, et donc quasiment un illustre inconnu porté au pouvoir avec plus de 70% des voix. Donc, pareil, je reste convaincu que la révolution est malgré tout. Enfin, il vaut mieux qu'on ait eu cette révolution, était mieux que de rester sous Ben Ali, parce que déjà il y avait une crise économique, on a parlé de ce qui s'est passé à Ardaïf, etc. Ça allait mal, et ça, de toutes les façons, je pense que c'était inéluctable que ça explose. Là, les Tunisiens ont eu la chance de reprendre les choses en main. Malheureusement, particulièrement l'année 2020, par un ensemble de bêtises qui ont été faites, on en arrive aujourd'hui à ce que la Tunisie, qui a super bien géré la première vague, qui était vraiment un exemple, il y a un an, tous les jours, le ministère de la Santé disait, voilà, il y a 0 cas de Covid, on était très contents, etc., etc., alors que dans les autres pays, ça allait mal. Aujourd'hui, la Tunisie est dans le top 5 des pays où l'on meurt le plus du Covid par million d'habitants. Voilà. Merci. Alors, vous allez reprendre la parole après. Oui, et là. Olivier Piot, vous avez aussi écrit un essai. Vous avez vécu la période révolutionnaire, vous étiez sur place. Et il me semble que ça a été réédité récemment dans votre livre. Oui. Alors, moi, je suis journaliste. Je ne vis pas toute l'année en Tunisie, mais j'y vais très régulièrement depuis une trentaine d'années. Et il se trouve que j'étais donc correspondant pour Le Monde diplomatique tout début janvier. Et donc j'ai vécu les 10 jours où on est passé d'une révolte localisée dans cette région autour de Sidi Bouzid à la chute de Ben Ali. Donc voilà, j'ai écrit pour Le Monde Diplo à l'époque, et puis j'ai fait un livre en avril 2011 qui s'appelle justement Les 10 jours qui ébranlèrent le monde arabe. Révolution tunisienne, qui était une sorte de tableau de bord à chaud
voilà, d'un journaliste qui a été successivement à Kasserine, à Gafsa, à Sfax, en suivant, puisqu'à l'époque, mes guides, c'était les militants, notamment de l'UGTT. Et donc, ils m'ont dit, par les réseaux sociaux, ce que vous disiez très justement, parce que sur les radios et les télés, il n'y avait évidemment rien, en tout cas rien là-dessus. Et voilà, donc j'ai suivi cette onde de choc. Voilà, donc c'est ce premier récit. Depuis, en plus du fait de continuer des reportages, j'ai créé avec des confrères tunisiens, une ONG plateforme qui s'appelle Médias et Démocratie et qui fait de la formation de journalistes africains. Et elle est née, cette plateforme, en 2015 à Tunis, du besoin exprimé de confrères et consoeurs tunisiens de dire, maintenant qu'on est dans une période post-autoritaire, comment on va faire du journalisme? Est-ce qu'on va le faire pareil qu'avant? Ben non. Mais alors comment on fait du journalisme sous une démocratie ou dans une transition démocratique? Ça paraît bête comme question, mais quand vous avez été habitué à la pression d'un régime liberticide, autoritaire, à finalement faire votre métier sans dire ce que vous pensez, parfois en claquant la porte et en finissant en prison, parfois en restant mais sans pouvoir dire ce qu'on veut. Et pouvoir dire ce qu'on veut, c'est pas si simple à apprendre, c'est un apprentissage, et il fallait faire évoluer aussi les médias tunisiens, publics, privés, le cadre législatif qui était verrouillé avant par Ben Ali, etc. Donc cette ONG m'a permis de retourner en Tunisie de 2011 à aujourd'hui, très régulièrement, 3 à 4 fois par an, à continuer à écrire un peu dans des journaux français et à faire finalement ce deuxième livre qui est sorti il y a 3 mois et qui s'appelle Tunisie, la révolution inachevée. Alors, c'est intéressant hein, les mots qu'on utilise parce que, en général, un titre, on y réfléchit et puis ça exprime un livre. Donc, on a de la révolution à la restauration actée. Ah, il y a un point d'interrogation. Peut-être que l'éditeur y est pour quelque chose, je ne sais pas. Il semble. Moi, j'ai choisi révolution inachevée. C'est pas révolution avortée. C'est pas révolution déchue. C'est inachevé. Et pourquoi? C'est quoi une révolution achevée? Ah, tiens. Est-ce qu'on a même connu, nous, des révolutions achevées? Je suis pas sûr. En tout cas, elle est comme ça. Et je fais un point. Je retourne sur ce carnet de route parce que j'ai besoin de resituer le lecteur. Donc, c'est une réédition partielle seulement sur le premier tiers du livre de 2011. Et puis après, j'essaye de dérouler une analyse avec là aussi 6 témoins convoqués qui écrivent un texte dans chacune des parties, qui sont des témoins tunisiens de l'intérieur, avec y compris l'ancien directeur politique de Nahda, qui a démissionné il y a 1 an et qui prend un peu de recul. Donc je trouve ça intéressant d'avoir aussi l'avis de cet intellectuel du mouvement Nahda. Il y a quelqu'un de l'UGTT, il y a des sociologues, il y a un journaliste, Manoubi Marouki, qui est un compagnon de route de Médias et Démocratie et qui lui-même a été rédacteur en chef sous Ben Ali de plusieurs journaux et qui est resté à ses fonctions dans d'autres journaux après la fuite de Ben Ali. Donc c'est un essai où j'essaye de voir sur la question politique, sur la question sociale, sociétale, mais je fais c'est pas un état des lieux à 2021. J'essaye de faire un bilan des 10 années. Donc je reviens aussi sur tout ce qu'il y a eu de positif, et on va en parler, et qui reste positif, parce que l'apprentissage d'une démocratie ou d'une construction démocratique, c'est douloureux, mais comme tous les apprentissages, c'est riche aussi de choses nouvelles, de mutations. Et je ne sais pas ce que deviendra la Tunisie, mais elle ne sera plus jamais la Tunisie d'hier. Ça, c'est sûr. Alors, ça sera la Tunisie d'aujourd'hui et de demain. On va essayer de voir ce que ça peut être. Mais il y a une page qui a été tournée et on ne reviendra pas sur cette page. Le pluralisme démocratique et politique est inscrit aujourd'hui dans la Tunisie. Le fait qu'on puisse parler, s'organiser, s'exprimer, dénoncer, écrire, parler, se réunir, c'est inscrit maintenant dans les habitudes des Tunisiens. Et c'est pas rien. Alors bien sûr, on peut après regarder tous les nuages, mais il y a quand même des jalons qui ont été plantés profondément, et on ne pourra pas les arracher.
Mais bon, comme dirait comment dire cet autre représentant d'une autre révolution, la Révolution française, quand une révolution n'avance plus, elle recule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est comme en vélo. Vous voyez, on peut pas s'arrêter. Alors, il y a des jeunes qui arrivent à le faire. Vous voyez, ils peuvent comme ça, mais en fait, ils s'arrêtent pas. Ils font du surplace, mais ils bougent quand même. Donc, il y a pas d'arrêt possible. Il y a un mouvement, et quand il va pas de l'avant, il peut aller sur le côté, ou il revient. Et c'est peut-être à ça qu'on assiste depuis un certain temps déjà. Alors on va arriver à la période d'aujourd'hui. Alors El Afeki, peut-être que c'est intéressant, ou si vous êtes resté loin, enfin en tout cas à Madagascar, mais vous avez gardé des liens, vous avez fait ce livre. La Tunisie d'aujourd'hui, si vous aviez à réécrire un deuxième roman, alors je sais que vous préparez un deuxième roman, j'ai eu cette information il n'y a pas longtemps, sur Madagascar, mais si vous aviez à refaire un roman sur la Tunisie, d'aujourd'hui, donc avec des personnages, donc ça serait pas Noces de Jasmin, ça pourrait être quoi sur la Tunisie d'aujourd'hui? C'est difficile de répondre à cette question, tout simplement parce que oui, c'est vrai que comme vous l'avez mentionné, ça fait quelques années que je vis loin de la Tunisie. Alors bien sûr, je reste très en lien, je retourne une fois par an, j'essaye de rentrer au moins une fois par an en Tunisie pour voir ma famille. Quand j'y suis pour une semaine, 15 jours, 3 semaines maximum l'été. Donc c'est un peu compliqué de prendre le pouls véritablement. Écrire un roman aujourd'hui, je pense que j'aurais besoin de me replonger vraiment sur une période un peu plus longue, de discuter avec aussi des personnes sur place. Voilà. Oui. Mais vous y verriez une connotation, parce que Noces de Jasmin, c'est la lumière, c'est les odeurs, tout à fait. C'est le blanc du jasmin, des noces, on imagine les portes grandes ouvertes, un soleil, une grande tablée familiale. Là, ça serait quoi? Plutôt un requiem? Je ne sais pas si ce serait un requiem. Ce que vous disiez tout à l'heure sur justement le fait qu'il faut aussi voir ce qu'il y a de positif, c'est-à-dire que cette révolution, elle a apporté une liberté de parole, une liberté d'expression. Je pense que c'est fondamental. Qu'en effet, c'était inéluctable, comme cela a été dit aussi par Hatem Nafti. C'est vrai que il me semble que c'est quand même quelque chose d'important à souligner. Après, bien évidemment, plusieurs crises se sont succédées. C'est un tableau contrasté. Vous avez parlé aussi de contre-révolution. Ça m'intéresse aussi de voir ce que vous entendez par contre-révolution. Je ne suis pas politologue, donc c'est vrai que... Mais je pense que si je devais écrire un deuxième roman, ce serait un roman avec peut-être plus de contraste. Mais après, je suis une personne assez optimiste de nature, donc j'ai tendance à essayer de voir ce qu'il y a de positif. Oui. Aussi dans un mouvement politique, dans un mouvement national. Ouais. Je pense que voilà. Et puis voilà un mot contre-révolution. On va en parler, mais en fait Napoléon, on a eu une révolution en France. 10 ans après 1789, ça nous place en 1799. La contre-révolution est déjà engagée depuis 5 ans en 1799 ou 4 ans. Le Napoléon est là, celui qu'on fête aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va installer sur les noces révolutionnaires françaises? Le retour, un empire. C'est-à-dire une sorte de retour d'une monarchie modernisée. Voilà un beau contre-révolutionnaire. Et aujourd'hui, on ne le fête pas comme ça, en France. Vous voyez, c'est intéressant. Mais ça n'a pas empêché la France de voir revenir après des rois, puis une république, puis un empire, puis une deuxième, une troisième. On en est à la 5e. Donc, vous voyez, comme quoi il n'y a pas d'histoire qui soit linéaire. Et alors, finalement, dans ce chemin, Saber Mansouri, aujourd'hui, la Tunisie, si au lieu de vous profiler dans cette histoire poétique de la chute de Ben Ali ou des premiers jours de 2011, vous faisiez une trame romanesque qui démarre en 2021,
Alors là, on aurait quoi? Je l'ai trouvé depuis des semaines. Donc. C'est vrai? Ah ben, là, vous me posez des questions. Là, on est véritablement dans le réel. Hein. Oui. Ce n'est pas la fiction. Oui, mais le réel qui peut aussi inspirer. Oui, mais moi, il y a une demeure romanesque tunisienne par excellence, c'est l'Assemblée du peuple. Depuis quelques semaines, la femme qui représente la troisième puissance politique, quatrième, Abir Moussi, arrive à l'Assemblée, depuis quelques semaines, à l'Assemblée, casque de moto vissé sur la tête et gilet pare-balles. Ça, c'est une belle image. À l'Assemblée, c'est splendide. Donc ça serait la motarde debout. Oui, parce que cette femme-là, cette députée tunisienne, me fait penser à l'Assemblée des femmes d'Aristophane, cette comédie féministe politique où les femmes athéniennes se lèvent très tôt avant leur mari pour s'emparer de l'Assemblée, et puis pour toucher leur rétribution. Après, il y a un dialogue splendide. Comment doit-on parler? L'autre lui dit, on doit parler comme des hommes. On doit d'abord picoler, même si c'est l'aube, etc. Donc, c'est à la fois comique, cette assemblée actuelle, et tragique aussi. Je nie pas, bien évidemment, l'esprit démocratique en Tunisie, le débat, la liberté d'expression, etc., etc. Et donc, pour rejoindre vos deux livres, Révolution inachevée, Révolution Restauration, je pense à un livre de Pierre Péchou, Tunisie, une révolution confisquée. Oui. Et après, on peut dire confisquée par qui? Confisquée par des nouveaux notables qui ne veulent pas, qui se servent leurs partisans. Et donc, l'intérêt du peuple, il est ailleurs. Quand même, tout ça pour une troïka complètement aveugle. Alors la un troïka, attelage, et justement, mais dites-leur ce que c'est la troïka, parce que... et la troïka, en fait, c'est Ah, laquelle? depuis le début. Sincèrement, depuis le début. La troïka, c'est un attelage russe, j'y reviendrai, mais je reviendrai à ce dingue dans les âmes mortes qui a réussi quand même. La troïka, en fait, c'est un pouvoir à trois têtes, partagé entre trois, avec des règles constitutionnelles floues. Donc, nous avons le président de l'Assemblée du peuple, qui est à Bardo, c'est Rachid Ghanouch, et aujourd'hui le président du mouvement islamo-conservateur. Nous avons un Premier ministre qui est installé dans une belle demeure sur les hauteurs de la Kasbah, et qui, depuis décembre 2020, n'a pas réussi à former un gouvernement parce que la troisième tête du pouvoir, le président de la République, qui est installé dans une belle demeure à Carthage, lui dit « Non, je ne donne pas l'autorisation parce qu'il y a quelques ministres corrompus, avec des conflits d'intérêts et tout. » Et donc, je dis dommage pour les Tunisiens d'être transportés par une troïka aveugle, sans roue, sans destination, et qui passent leur journée à se chamailler comme des enfants. Alors que, normalement, la troïka est censée nous conduire à destination. Comme la troïka des âmes mortes de Gogol. Glisser sur la neige. Où il y a un personnage complètement dingue, va acheter des âmes mortes pour monter dans l'échelle sociale et peut-être épouser une... Non, sincèrement, oui, il y a cette liberté d'expression, oui. Et moi, je pense aussi, quand je regarde mon pays, la Tunisie, je pense aussi à mes ancêtres. Je réclame cette filiation intellectuelle à mes ancêtres, les Grecs, parce que moi, j'ai fait une thèse de doctorat sur la citoyenneté à Athènes, et certains l'appellent le paradoxe. Mais finalement, non. Les Grecs qui ont inventé une démocratie, qui l'ont vécue, qui l'ont défendue dans le sens où ils avaient des organes pour contrôler tout le monde. C'était une démocratie directe. Et il se trouve... Et des esclaves. Oui, bien sûr. Et il se trouve qu'ils ne l'ont pas pensé. C'est ça, le paradoxe. Les Athéniens ont inventé, vécu, fait vivre une démocratie sans l'avoir pensée. Alors que, de l'autre bord,
on trouve des intellectuels, on trouve des penseurs antidémocrates. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est bien évidemment Platon. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une révolution, ça ne réussit pas dans les médias. Donc, laissons peut-être la chance à ce pays. Et après, il faut admettre aussi que le destin de la Tunisie dépendra forcément des destins de ses pays voisins. Donc, et puis il ne faut pas oublier, parce que ça n'a réussi nulle part. Mais le problème, vous avez dit, au bord de la faillite, je crois que c'est la faillite même. C'est-à-dire ne pas réussir à obtenir de la FMI, je ne sais pas, quelques milliards depuis des mois et des mois. Sincèrement, je plains le peuple tunisien aujourd'hui. Voilà. Alors, Hatem Nafti, contre-révolution, troïka aveugle, faillite, on en est où? Il faut déjà se mettre d'accord sur le mot contre-révolution. J'espère que si Jamil Sayer, qui devait nous rejoindre, j'espère qu'il va bien, en tout cas. Parce que, disons que je suis absolument pas d'accord sur ce qu'il met derrière le mot contre-révolution. Donc, pour moi, la contre-révolution à la Restauration, c'est tout bêtement, c'est l'ordre ancien qui se remet en question. Si on voulait faire l'analogie avec la France, la contre-révolution, moi je la mettrais plutôt à partir de 1815. C'est la Restauration monarchique. C'est un ordre monarchique qui est tombé en 1891, qui revient. Donc je suis pas du tout napoléonien, mais je comprends ceux qui disent que Napoléon, sous un régime autoritaire, a voulu à sa façon poursuivre l'œuvre de la Révolution et même l'imposer au reste de l'Europe. Je précise, je suis absolument pas un fervent napoléonien. Mais pour moi, la Restauration, c'est vraiment l'ordre ancien qui se remet en place. Et donc l'ordre ancien, c'est Louis XVIII et Charles X. Donc pour moi, donc là, on est donc à loin. Bielmo aussi en Tunisie. Ouais. Donc ça veut dire retour à un régime autoritaire, des clics de pouvoir, liberticide, Absolument. Une verticalité. Et ça, vous pensez qu'on n'en est pas loin? On n'en est pas loin du tout, malheureusement. Parce que là où effectivement je rejoins pour le coup Jamil Sayer, c'est que les islamistes font partie de la contre-révolution, mais ne sont pas la contre-révolution. C'est là où on diverge. C'est-à-dire que lui, il voit pas du tout le retour de l'ancien régime. Et pour moi, c'est problématique. Sauf que les islamistes sont là pour demeurer au pouvoir, surtout à partir de ce qui s'est passé à partir de 2013. C'est ça leur logique. Il faut absolument pas que nous quittions le pouvoir. Nous sommes prêts à toutes les concessions possibles et imaginables à nous allier avec le diable, pourvu que nous restions au pouvoir, que nous fassions partie du pouvoir. Ce qui s'est passé quand ils ont perdu les élections en 2014. Ils ont pactisé avec leur ennemi d'hier, à savoir Béjir Etsepsieni Detouns. Et ils se sont maintenus au pouvoir, ils ont regagné les élections législatives, ils ont pensé pouvoir faire un deal avec le président actuel de la République, Kais Saied, et quand ça n'a pas marché, maintenant ils lui tapent dessus comme des sourds. Voilà ce qu'il en est. Donc oui, ils sont prêts à s'allier, d'ailleurs ils le disent, si l'ancien régime veut nous tendre la main, on composera avec l'ancien régime. Rachid Ranouchi, le président de l'Assemblée et le chef des islamistes, a pour conseiller principal aujourd'hui le dernier secrétaire général du RCD, donc du parti de Ben Ali. Non, enfin, ils sont dans une logique contre-révolutionnaire. Pour eux, si la révolution leur permet de rester au pouvoir, ils sont révolutionnaires. Si c'est la restauration, ils sont contre-révolutionnaires. Leur problème, c'est de rester au pouvoir pour ne pas revenir en prison et pas subir ce qui s'est passé pour les Égyptiens. Aujourd'hui, oui, vu ce qui s'est passé, vu ce qu'a décrit Sabre, nous sommes dans une paralysie de l'État, c'est-à-dire que c'est pas un gouvernement qui n'a pas été chargé, c'est un remaniement qui n'a pas été fait, qui porte sur quelques ministres, qui est bloqué par le président de la République, qui concerne, ce qui est quand même baroque, qui concerne entre autres le ministre de la Santé, alors qu'on est en plein Covid, que la Tunisie, depuis le premier cas de Covid en mars 2020, en février 2020, a eu 5 ministres de la Santé, ce qui est juste délirant. Donc, effectivement, il y a des joutes politiciennes. Il y a la dame dont vous avez parlé qui vient à l'Assemblée. Alors, une fois, c'est un casque de cavalière, une fois, c'est un casque de moto.
et qui fait son show à l'Assemblée. Donc elle dit vouloir sauver la Tunisie. Non, elle prend parti, elle apporte sa pierre à l'édifice pour, au contraire, pour propager le Covid, et en tout cas pour bloquer le pays. Aujourd'hui, on est en train de se disputer sur vous avez parlé des Grecs, on est sur des joutes byzantines, alors que le problème, c'est qu'il n'y a pas de vaccin, il y a eu 189 morts hier. Si on rapporte ça à la France, je pense qu'on n'a jamais atteint ce taux-là en France de morts par 100 000 habitants. Il y a une situation qui explose, et on a une classe politique qui est totalement déconnectée, qui est là à effectivement à régler ses comptes. Et je pense que si ça pourra pas tenir, et qu'à un moment, oui, je pense que les Tunisiens qui sont en train de perdre, je pense que chaque famille a été ou sera endeuillée par la crise du Covid et voit une inaction totale des partis au pouvoir et même de l'opposition. À un moment, ils vont dire votre démocratie, on n'en veut pas, on veut vivre. Aujourd'hui, il y a des gens meurent par centaines, des cas par milliers, on voit ça tous les jours, et je pense qu'à un moment, les gens veulent dire oui, on veut juste vivre. Donc la démocratie, ça passe au second plan. Et effectivement, ça peut emporter avec toute cette agitation, peut emporter avec elle la révolution. Je suis beaucoup plus pessimiste aujourd'hui qu'au moment où j'ai sorti le livre fin 2019. Oui, je crois que c'est vrai ce que vous dites. Le Covid vient apporter, comme toujours, la goutte qui peut faire déborder le vase, mais le vase lui-même a été rempli par autre chose que le Covid, et ça on le sait, sur les salaires, sur la flambée des prix des produits de première nécessité, sur le chômage des jeunes. Bref, tous ces facteurs de non-accès à l'emploi, de paupérisation des quartiers, d'institutions et de services publics qui ne fonctionnent plus, tous ces éléments étaient des détonateurs de 2011. Et si je rajoute à ça le décalage avec les régions, qui se sentent abandonnées par rapport au Grand Tunis. Donc on voit que les mêmes causes sont en train de retisser un potentiel nouvel épisode explosif, mais tout ça dans une crise post-révolutionnaire qui s'est abritée sous le parapluie de la démocratie et de la construction démocratique, et de morts dans les familles. Mais je dirais que la restauration et la contre-révolution, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des contre-révolutions possibles restauratrices, c'est-à-dire que la contre-révolution prendrait la forme d'un retour à l'ancien régime, mais il y a d'autres formes de contre-révolution. On le sait bien, militaire, par exemple. Revenons sur Napoléon. C'était un officier, un militaire. Il a appuyé son arrivée au pouvoir sur l'armée, et il en fera d'ailleurs après un outil de conquête sur l'Europe. L'armée tunisienne, qu'on a longtemps dit, à juste titre, une armée du peuple, formée par Bourguiba, pas très importante en nombre, qui n'a pas un poids dans le pays et dans l'économie comme l'armée algérienne en politique et l'armée égyptienne en économie. Cette armée, elle a changé depuis 10 ans. Moi, je consacre un chapitre dans mon livre là-dessus. Cette armée du peuple faible, elle a vu son budget exploser depuis 10 ans. Elle a suivi des formations un peu partout de ses cadres. Elle a changé sa culture. Et donc, d'armée du peuple qui ne tire pas sur le peuple, parce que souvenez-vous, c'était un peu ça l'enjeu, décembre, janvier 2011. Est-ce qu'il fallait tirer? Certains voulaient tirer, d'autres pas. En tout cas, elle n'a pas été répressive. Un outil répressif, elle est devenue depuis un instrument possible de direction politique du pays, avec des cadres qui se disent, grosso modo, le sens de l'armée, c'était de servir le civil, la République. Mais si le civil et la République, c'est une bande de troïka sous, incapable, même sans boire, incapable de diriger l'attelage, peut-être que c'est au rôle du militaire de prendre le pas sur le civil. Donc on a aussi une contre-révolution possible par ce biais. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors, bon, là, je vais peut-être faire une annonce. Je travaille sur ça. Non, je travaille sur ça. Non, c'est pas pour annoncer un coup d'État, je vous rassure. J'en ai pas l'étoffe.
Non, mais je travaille aussi avec Nawat et le prochain numéro de Nawat Magazine pour la rentrée, ce sera sur le pouvoir des militaires et sur la tentation militaire. Donc j'y contribue avec 1 voire 2 articles qui portent sur ça, parce que là, en plus, étant binational, je vois l'histoire bégayée des deux côtés de la Méditerranée. On a eu la fameuse tribune des militaires en France, et quelques jours après, on a eu une autre tribune militaire en Tunisie, où on disait à peu près la même chose. Donc, bon, c'est un ancien militaire à la retraite qui disait on peut pas laisser le pays se dépérir. Et bon, et du coup, il y a eu tout un débat autour de ça. L'autre article que j'ai sans doute aussi proposé, c'est la militarisation des esprits. Donc, le pays a vécu dans une fable que vous rapportez dans votre livre, mais qui n'est qu'une fable. L'homme qui a dit non est une fable inventée, maintenant on sait par qui, par quelqu'un qui est député d'ailleurs aujourd'hui, qui est lui-même fils de militaire. Donc il y a même des militaires qui ont été poursuivis pour des meurtres au sein de la Révolution. Donc on a eu cette vision romantique de l'homme qui a dit non et qui s'est retranché, etc. On sait aujourd'hui qu'il n'en est rien. Mais malheureusement, ça a pris dans la population, et en 2011, on avait une de Jeune Afrique qui disait l'homme qui a dit non, donc il a largement propagé cette fake news. Et donc les gens en appelaient à l'armée, parce qu'on était sous état d'urgence, on voyait des militaires déployés au titre de l'état d'urgence, donc porter assistance aux forces de l'ordre. Et avec justement d'un côté on a un ministère de l'Intérieur honni, les gens ne sont pas allés manifester devant Carthage, ils sont allés manifester devant le ministère de l'Intérieur. Donc on a ce système policier honni qui en plus s'est renforcé ces 10 dernières années, et une armée qui est effectivement, en tout cas qui a l'image d'être la grande muette, etc. Donc aujourd'hui on a plusieurs cas de personnes, notamment la dernière législature, un député qui est venu dire bon bah on n'a pas pu, je demande à ce que l'armée déclare un coup d'État. On a dans la classe politique cette idée qu'il faudra en passer par l'armée, avec une arrière-pensée sur ce qui s'est passé en Égypte. Donc c'est effectivement une contre-révolution possible. Alors, il nous reste 10 minutes. Je vais passer la parole à Saber, mais je vais être un peu directif. Restauration. On le voit, l'ancien régime, les hommes et femmes de Ben Ali, qui sont d'ailleurs réinjectés dans le système depuis 2013. C'est pas nouveau. Cette députée qui arrive en moto avec son casque, en réalité, les anciens dirigeants de la Troïka les ont amnistiés quand ils étaient mis en cause, les ont repris comme personnel, jusqu'à Nada, qui a pris des cadres dans le... Donc ces hommes et femmes de l'ancien régime, qui rêvent d'une restauration, ils sont recyclés depuis plusieurs années déjà. Donc ils sont en place. Contre-révolution militaire, on vient de le voir, possible quand le civil est plus capable de... Mais il y a une troisième voie. C'est pas la restauration, c'est pas la contre-révolution, c'est ce qu'on appelait en d'autres temps la révolution permanente, c'est-à-dire une deuxième révolution. Et alors là, la colère, elle serait pas « Oh, c'était mieux Ben Ali avant parce qu'on avait un voleur, maintenant on en a 20, il vaut mieux en avoir un, au moins on l'a à l'œil. » Bon, la colère, elle peut être aussi « On met tout à plat ». Et on recommence. Et même si on nous explique qu'on ne sait pas où on va, bah déjà on quitte les lieux. Quand on ne sait pas où on va, on s'en va déjà. C'est déjà un mouvement. Alors est-ce que cette révolution, Saber, cette deuxième révolution, elle est devant nous? Alors, je ne sais pas, est-ce que je pourrais appeler ça la restauration? Oui, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nouveaux notables politiques gouvernent avec l'ancien monde. Une alliance. Gouvernent. C'est déjà le cas. Ah bah oui, bien sûr, c'est déjà le cas. C'est pas le futur, là. Mais sauf que c'est le cas, mais c'est la faillite. Oui, c'est la faillite. C'est-à-dire que ces malins d'islamo-conservateurs, je mets le mot en italique, ont compris. C'est-à-dire que si on veut demeurer au Parlement, c'est ça qui nous intéresse, c'est le Parlement qui m'intéresse, il faut qu'on compose avec les gens d'hier. Et je crois que la faute, est-ce que c'est une faute ou pas, peut-être l'esprit contre-révolutionnaire, c'est que j'ai l'impression qu'on a raté la transition 2011-2014. Il n'y a jamais eu un travail de mémoire fait. On amnistie,
on condamne, on amnistie, on condamne, on amnistie. Et on fait la Constitution, quand on même. fait la Constitution. Et autre chose aussi, c'est que dissoudre le rassemblement démocratique et constitutionnel, le parti unique de Ben Ali, qui revendiquait 2 millions d'adhérents. C'est énorme, 2 millions d'adhérents, c'est pratiquement 20%. 20% de la population. Donc ces gens de l'ancien monde ont dit, ils sont malins, il n'y a pas de tribunaux militaires, il n'y a rien, ah ben on va se retirer, on va observer une période d'abstinence politique, on va se retirer. On ne va pas juger les nouveaux notables, c'est-à-dire les islamo-conservateurs, Et la gauche, oui, séculière. Oui, parce que ils se casseront les dents. Et ils se casseront les dents et ils seront obligés de gouverner avec nous, d'où le retour de Beji Caïd Sebsi en 2014. Et donc c'est une équation très, à la fois intelligente de leur point de vue, mais moi je pense que désastreuse pour le pays, parce que... Paralysie. Oui, et moi je regardais les chiffres des élections 2011. Nada était à 35%. Et son score m'a fait penser aux élections législatives tunisiennes au mois de novembre 1989. D'accord. Beaucoup d'observateurs. Donc sous Ben Ali déjà après. Sous Ben Ali, oui, sous Ben Ali, parce qu'en fait, le mouvement a été fondé sous le nom de Mouvement Tendance Islamique, et dans la perspective des élections législatives d'avril 89, ils ont changé de nom et Nada. Et selon plusieurs observateurs neutres, Nada aura obtenu 35%. 30-35%. En fait, c'est son... et puis donc c'est pratiquement le même score que... Ouais. Ouais. C'est son score de 2011. Oui, mais là, en plus, le bloc Nada, il est fissuré. Il y aura plus une tête. Enfin, on sait bien que c'est ce qui est c'est déjà en cours. Oui, parce que les générations changent aussi, parce qu'il y a le Nada de l'intérieur, il y a le Nada de l'exode, enfin de l'exil, pardon, qui était un peu partout en Europe, et je pense même... et puis, c'est un indice aussi. Ça aussi, ça m'a vraiment... le candidat d'un Nada officiel aux dernières élections présidentielles, 2019, pour moi, je le considère le meilleur d'entre eux. Moro. Un homme lettré, grand orateur, élégant, et je me dis, tiens, ils sont en train de pousser dehors le meilleur d'entre eux. Est-ce que... Voilà. Oui. Et en fait, c'est restauration, je ne sais pas, mais en tout cas, gouverner avec l'ombre ou les ombres et l'ancien monde, oui. Et une deuxième révolution, une deuxième explosion sociale comme celle des noces de Jasmin, qui repartirait des régions, qui enflammerait la jeunesse, comme on a eu là en janvier, des émeutes des quartiers, qui rallierait la petite bourgeoisie paupérisée, qui rappellerait à elle tous les déçus de Nada et ceux qui restent optimistes de cette gauche qui a fondu au soleil. Vous y croyez ? Voilà, on est dans le domaine de la fiction totale. Après, je pense que les deux institutions sécuritaires, c'est-à-dire, vous avez parlé de l'armée tout à l'heure, là, vous avez dit que l'armée tunisienne était apolitique, elle est en train de se politiser. Il y a l'autre institution sécuritaire aussi, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc on peut imaginer, vu le chaos actuel, sachant qu'il y a une clé constitutionnelle qui permet au président de la République de dissoudre l'Assemblée. Et puis... mais enfin, ils étaient autrement plus costauds en 2011, ils ont tous été balayés. Donc, deuxième coup de balai, moi je dis pourquoi pas. Attendez, franchement, je me demande si les Tunisiens n'ont pas plus de raisons d'être en colère aujourd'hui qu'en 2010. C'est dire. Après, le risque, alors, Hatem, Nafti, rassurez-moi. Une deuxième révolution, c'est hors circuit, c'est où... Mais ça ne veut pas dire qu'on sait par quoi elle sera incarnée, on ne sait pas. Les révolutions, parfois, elles sont incarnées par personne. Regardez, en Syrie, c'est une conjonction de colère qui, tout d'un coup, se retrouve sur « il y en a marre ». C'est-à-dire, tout ce qui est là, on met dehors. On ne sait pas où on va, mais
Est-ce que les Tunisiens savaient où ils allaient en 2010? Non. Même le départ de Ben Ali, il est parti avant que la majorité des manifestants demandent son départ. Tout le monde disait pas dégage. La plupart des gens n'osaient pas le dire dégage, même en janvier. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ça encore? Cette poudrière? Alors, il y a certainement une colère qui va être multipliée par... Enfin, je suis désolé de revenir au Covid, mais qui va être multipliée par le Covid. Il y a quasiment maintenant tous les janvier, et le choix de janvier n'est pas anodin, c'est qu'il y a une loi des finances qui est votée en décembre, qui entre en application en janvier, et ça déclenche une colère. Donc quasiment tous les hivers, on parle en Tunisie, cet hiver a été encore plus chaud que l'hiver dernier, etc., etc. Donc il y a cette colère, il y a, donc je vous ai dit le Covid. Là où je suis moins d'accord avec vous, c'est que en 2011, certes, ils étaient plus forts et plus coriaces, mais si vous voulez, l'ennemi à abattre était clairement identifié. On savait, enfin, les gens sortaient pour manifester contre Ben Ali. Aujourd'hui, le pouvoir est diffus. Et Nard a très bien compris, en optant notamment pour le système parlementaire, bah oui, ça permet de dissoudre ou en tout cas de faire porter de fragmenter la responsabilité. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Ils soutiennent mordicus ce gouvernement parce que bon, ils ont peur encore une fois de se retrouver dans l'opposition. Mais quand ils voient une colère populaire, ils disent oulala, nous on gouverne pas, on n'a pas de ministre. Donc aujourd'hui, vous voulez faire tomber qui? Un président de la République largement plébiscité? C'est compliqué. Il continue à être l'une des personnalités. Bon, il est passé deuxième, mais l'une des personnalités les plus plébiscitées malgré toutes les bêtises qu'il fait. Je dis ça en ayant voté pour lui avec beaucoup d'enthousiasme au second tour, je précise. Mais par contre, contre qui? Contre un système policier qui est devenu une république dans la République aujourd'hui, entre des syndicats policiers qui dictent leurs lois à leur ministre de tutelle, qui n'est autre que le Premier ministre, contre un conglomérat de rentiers qui était proche du pouvoir, qui aujourd'hui dicte sa loi au pouvoir. Il y a toute une étude, notamment faite par Aziz Kelishen. Enfin, c'est dans l'air du temps aujourd'hui de dénoncer le système rentier. Le système rentier aujourd'hui gouverne. Il y a le système rentier du haut et le système rentier, donc les contrebandiers, du bas. Aujourd'hui, il n'y a pas un système, il y a des systèmes. Donc, même s'il va y avoir une révolution, l'ennemi n'est plus identifié comme avant. Oui, je comprends. Alors, le mot du début était à vous. Elle a fait qui? Alors là, c'est à la romancière que je m'adresse, pas à l'analyste politique que vous ne revendiquez pas d'être. Deuxième noce de Jasmin, rebond vers... pour jeter les bases d'une nouvelle page blanche. Vous y croyez, en Tunisie? Une nouvelle page blanche? Oui, c'est-à-dire d'ouvrir un nouveau chapitre par une colère sociale. D'ailleurs, on l'a vu, hein, les grèves régulières, il y a les émeutes explosives dans les quartiers, qui sont des colères instinctives, mais il y a aussi des mouvements qui se construisent, comme dans cette grève-là des jeunes à Tataouine, qui ont été un exemple de coordination hors syndicat. Ils disent on fait sans vous, voilà. Donc il y a quand même des forces vives, une vitalité de gens qui aspirent, qui y croient encore, qui n'ont pas perdu leur boussole. Donc une nouvelle révolution sociale et politique. Vous pensez que c'est possible? Une nouvelle révolution sociale et politique. Je ne sais pas si on peut parler de révolution, peut-être une révolte plus qu'une révolution. Ouais, des révoltes qui convergeraient alors. Qui serait une continuité en fait de cette révolution. Ouais. Vous parlez mais qui remettrait peut-être en avant des revendications. Alors, s'il y avait une nouvelle convergence, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? En 2010, on disait dégage. Aujourd'hui, on dirait quoi? Bon, on dirait dégager, enfin on le dirait à la... le conjuguerait. Oui. On revient aux lettres, vous voyez. Voilà, on le dirait à l'algérienne qui s'en aille tous, ou à la libanaise, tous, ça veut dire tous. Ah oui. Donc, on les met sur le bateau. Oui, oui. Et on fait la République la source de l'aube. Voilà. Après, le problème, c'est verrer tout le monde, c'est un slogan révolutionnaire, mais dans les faits, quand on regarde l'histoire, tout s'effondre, si j'ose dire. De s'effondre. Je veux dire, De Gaulle a composé avec
beaucoup d'anciens... Oui, mais il n'était pas révolutionnaire, De Gaulle. Non, enfin, je sais pas. C'est-à-dire qu'on, je veux dire, on coupe pas la tête de tout le monde. Non, il a pas dit ça. Non, non, Vous mais avez je veux pas dire, dit ça. non, mais c'est-à-dire que, en fait, après chaque révolution, il y a toujours un travail de mémoire, et on voit véritablement les corrompus et les gens qui sont propres, quoi, qui n'ont pas volé dans les caisses de l'État, parce que parmi les gens anciens, il y avait quand même des compatriotes, enfin, je veux dire des gens qui considèrent pas leur poste de pouvoir comme un moyen d'enregistrement personnel. Alors, on nous a demandé de finir absolument à 15, il est 16. Moi, je dirais, peut-être, si j'ose, la Tunisie nous a surpris, elle nous surprendra encore. Heureusement que les peuples et les pays sont capables d'inventer des choses au-delà de nos imaginations de journalistes, romanciers. Voilà. Donc, suivez à la télévision, c'est devant nous. À bientôt, merci.